Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, hop, est-ce qu'ici tout le monde nous entend cette fois-ci? Un problème de son, je n'entends rien. Est-ce que maintenant c'est résolu? Vous pouvez noter dans le chat, comme ça je suis sûre. Vous m'entendez correctement maintenant? Ah, super. Merci beaucoup, du coup, Aurélien, pour ta réponse. Mais déjà, bienvenue à toutes et à tous pour le webinaire. Hein. Donc, ce webinaire a pour but, effectivement, de vous aider à créer votre CV pour votre recherche de stage ou pour la suite hein, aussi, parce que on fait aussi des études pour par la suite obtenir un job. Et donc, ici, on va, avec effectivement mon collègue Nicolas, vous présenter ce webinaire. Donc, vous serez avec nous pendant 1 heure, 1 heure quart, 1 heure et demie, selon effectivement le nombre de questions que vous allez nous poser. Comme vous voyez, Nicolas et moi portons nos masques étant donné qu'on utilise le même ordinateur et dans les mesures sanitaires actuelles, nous sommes effectivement obligés de le porter. Ici, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Élise Bernard, je suis Business Manager Engineering et Life Sciences. Je suis en fait la responsable pour tout ce qui est recrutement de profils de niveau technique, bachelier, master, pour tout ce qui concerne la Wallonie et Bruxelles. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille au sein d'Experis, qui fait partie du groupe Manpower. Et je vais laisser Nicolas se présenter, du coup. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas, je suis le business manager en consultance pour le groupe Experis. Donc Élise et moi faisons à peu près la même fonction, elle plus du côté payroll, moi du côté consultant, donc vraiment placer des ingénieurs au sein des entreprises. Je vais passer au slide suivant parce qu'Élise a été happée par des gens qui sont intervenus dans le bureau. Donc voilà, ici le contenu de la présentation du jour, c'est un peu de vous accompagner. Donc le premier point, ce sera parler du monde du travail actuel. Alors vous allez voir que même en étant le plus à jour possible, on n'est plus à jour. Le CV idéal, donc vraiment prendre les points importants sur comment créer un bon CV, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans, comment est-ce qu'on procède et quelle est la méthodologie employée. La recherche d'emploi, évidemment, vraiment les tips and tricks sur comment trouver quelque chose. On dit souvent qu'on n'a pas de travail, on a un seul travail, c'est de trouver du travail. Et c'est vraiment, vous allez voir que c'est vraiment des choses qui prennent du temps à faire correctement. Et l'important, c'est de vous donner des petits tips and tricks qui vous permettent d'aller plus vite, de structurer votre travail et surtout d'être vu de manière plus rapide et plus qualitative chez le client. Et enfin, votre candidature, un accompagnement sur ici la manière dont les interviews se passent, des tips and tricks sur les questions, sur comment répondre, comment faire un suivi correct de la mission, ce genre de points. Alors, ici, du coup, comme Nicolas vous en a parlé, hein, on va d'abord vous parler de l'actualité du monde du travail qui est un peu plus particulière cette année avec, voilà, nous sommes en pleine année Covid avec énormément de changements. Du coup, ici, le groupe Manpower a mené une enquête pour connaître les perspectives d'emploi et l'impact aussi au niveau du Covid, donc savoir combien d'entreprises veulent recruter, combien de personnes, quelles sont les compétences aussi qui vont être demandées sur le marché. On va voir ça avec vous, du coup. Nico. Voilà. Alors, trois points importants à savoir. Donc, Manpower, sans faire de notre publicité, Manpower ne fait pas de publicité. C'est quelque chose qui est très important. On n'a aucun marketing. Et Manpower se fait voir comme étant la compagnie d'intérim, la compagnie de placement qui fait vraiment le plus de surveys et d'enquêtes sur le monde du travail. Donc, on passe assez souvent aux informations pour justement donner notre MEOS, donc notre forecast, notre baromètre des entreprises et de l'attente du travail. Alors ici, on vous a concocté des chiffres qui datent de septembre, mais vous allez voir qu'évidemment avec la nouvelle vague, c'est probablement déjà plus la même chose. On est tous les deux évidemment dans le monde de l'ingénierie. Élise baigne aussi dans le monde du life science. C'est certain qu'aujourd'hui, par rapport à septembre, il y a déjà un énorme shift dans les entreprises et la manière dont les gens procèdent sur les budgets. Donc, ici, ce qui est important de savoir, donc, dans les chiffres de septembre, mais qui restent un minimum relevant, vous voyez que 58% des entreprises s'attendent à ce que le recrutement reprenne un rythme équivalent en les 12 prochains mois. Alors, très souvent, nous, on fait du business pour l'instant, on parle des clients qui nous disent, écoutez,
rappelez-moi en juin, c'est pas la peine de me rappeler avant. Ça ne veut pas dire, pour autant, c'est ça qui est important, c'est un message optimiste à garder, ça ne veut pas dire que les fonctions clés, les fonctions nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise sont bloquées. Donc il faut rester très réaliste par rapport à ça. Oui, le monde du travail aujourd'hui est affecté par ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail. Ça ne veut pas dire que pour autant les fonctions importantes ne sont pas touchées et ne sont touchées, et donc que par conséquent, il y a de toute façon toujours des besoins qui sont entièrement nécessaires à faire fonctionner une entreprise. Si toute chose, ces fonctions sont justement aujourd'hui beaucoup plus intéressantes pour les gens parce que les candidats aussi sont affectés par ce qui se passe avec le Covid. Donc c'est aussi très important de se rappeler que aujourd'hui, un candidat va de lui-même avoir plus de mal à se tourner vers un changement de fonction en se disant, vu la situation actuelle, est-ce que je vais changer? Donc des jeunes qui cherchent un stage, des jeunes qui cherchent un premier emploi, aujourd'hui vous êtes dans une position vraiment intéressante par rapport au monde du travail. Donc ici, je vous laisserai on laisse la présentation après, je suppose. Hein. Ouais. Voilà. Donc on vous laissera la présentation après pour vérifier, pour regarder les statistiques et jour du MEOS, autant que faire se peut. Une fois encore, on essaie de la faire chaque trimestre. Donc pour moi, suivre où on est l'évolution du travail aujourd'hui. Et alors ici, pour parler au niveau des secteurs qui ont été impactés par la crise, bien entendu, tout ce qui est secteur Horeca, secteur événementiel, malheureusement, sont beaucoup plus impactés que d'autres. Par contre, en termes de perspective d'emploi, c'est vrai que le secteur de la construction se porte toujours aussi bien. Les autres secteurs de la production, type effectivement tout ce qui est gaz, eau, électricité, ce sont des secteurs qui continuent, qui vont bien. Là, ils ont plus 7%. Plus 7% d'entreprises ambitionnent de pouvoir recruter aussi de nouvelles personnes pendant ce trimestre-ci. Les industries de production, on va dire classiques, là, selon effectivement le domaine, parce que vous avez certaines sociétés agroalimentaires qui malheureusement sont plus touchées que d'autres. Celles qui fournissent tout ce qui est restauration et autres vont être un peu plus à l'arrêt, et selon aussi la taille de la société, il y aura un plus grand ou un plus petit impact. Mais comme vous a dit Nicolas, vous recevrez de toute façon les slides par la suite que je transmettrai à votre coordinatrice. Et alors, on enregistre aussi ici la présentation si vous avez besoin de la revoir, bien entendu. Voilà, s'il te plaît, Nico. Alors, le parcours professionnel. Donc ici, c'est un slide qui nous vient directement des États-Unis. C'est un slide sur une nouvelle application qu'on met en place qui s'appelle MyPath et qui sert en fait à mapper votre parcours professionnel. Donc on se sert de cette période un peu plus lente, de cette période de Covid, pour améliorer la digitalisation et se moderniser. Et Manpower va vraiment investir énormément de ressources dans ce genre de choses. Que ce soit via notre site, via le site des autres ou via vous-même, le point important à rappeler ici, c'est vraiment d'avoir une vision de ce que vous voulez faire dans la vie et comment vous voulez atteindre votre objectif. Il est loin le temps où on disait j'ai envie d'être astronaute ou j'ai envie d'être vétérinaire. Je veux dire, vous êtes aujourd'hui dans des études qui vous permettent d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Ça n'est pas pour autant qu'une spécialisation dans un domaine ou un autre, faire un MBA, vous positionner dans certaines compétences plus phares ou clés ne sont pas importantes. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous devez avoir pris un peu de recul par rapport à ça, réfléchir à comment vous voulez aborder ça. Une fois que vous avez votre premier emploi, vous prendre aussi le temps de vous familiariser avec le poste, avec l'entreprise, avec les compétences qui sont nécessaires. On le répète assez souvent, il y a vraiment un shift de génération. Il est loin le temps où quelqu'un travaille depuis ses 15 ans dans la même fonction pendant 35 ans. Aujourd'hui, évidemment, avec les nouvelles générations, les gens s'attendent à évoluer beaucoup plus vite. C'est quelque chose, le monde s'habitue à ça, les industries s'habituent à ça, mais il faut rester raisonnable aussi par rapport à quelles sont les limites des compétences des gens. Donc vraiment, ça c'est un conseil que nous on vous donne, c'est vraiment de prendre le temps de voir pendant, sans mettre de durée dessus, vraiment prendre le temps en tout cas d'être sûr que vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir voir le next step et le step suivant. Mais de vous-même, d'avoir déjà mappé où vous voyez dans les 2 ans, 3 ans. Alors, on ne parle plus vraiment de long terme à 5 ou 10 ans parce qu'aujourd'hui, une fois encore, le monde évolue tellement vite que vraiment, si vous avez déjà une vision à 3 ans, c'est déjà très, très bien. Je t'en prie, Elise.
Merci Nico. Alors ici, on va parler bien entendu du CV. Comment, c'est quoi un bon CV? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut ne pas mettre dans un CV? Aussi, pour que vous le sachiez, à quoi effectivement prêtent attention les personnes des ressources humaines, les responsables techniques, les recruteurs. Est-ce qu'un CV est suffisant ou alors est-ce que vous devez faire d'autres choses? Et c'est vrai qu'avant de vous parler du CV, moi j'aimerais bien savoir parmi ceux qui sont connectés d'entre vous, ceux qui ont déjà fait l'exercice de rédiger un CV. Donc je vous invite à aller du coup dans le chat et à m'indiquer si vous avez déjà pu faire cet exercice et savoir si c'était facile ou difficile pour vous du coup. S'il te plaît, Nico. Je te laisse lire les réponses. Alors, quelques points de do's and don'ts sur un CV. Alors, un bon CV, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on fait énormément de feedback, Élise et moi, sur vraiment des gens qui nous envoient leur CV, qui demandent un avis. Et donc, de nous-mêmes, on revient, on donne un feedback sur la manière de le structurer, qu'est-ce qu'on mettrait en avant, qu'est-ce qu'on ne mettrait pas en avant. Alors, moi, on s'active. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes pour qui j'ai fait ça, où je leur demandais, tiens, est-ce que tu as fait un CV? Ils me disent, oui, j'ai passé 2 heures, j'ai fini. Non, un CV, c'est quelque chose qui doit être vivant. C'est quelque chose sur lequel vous devez prendre du temps. Et vous allez voir que, on parle souvent de un CV. Aujourd'hui, pour moi, il est logique d'avoir 2, 3 CV dépendant de ce que vous cherchez comme poste. Donc, c'est vraiment, une fois encore, un CV, c'est quelque chose qui doit être sur mesure. C'est quelque chose où vous devez avoir personnalisé le CV pour montrer ce que vous voulez faire dans votre carrière, vous montrez quel est le poste que vous attendez. Un poste dans une entreprise n'est pas le même poste dans une autre entreprise, et donc il est très important en tout cas d'avoir vraiment mis en avant les expériences qui vont permettre à l'employeur en question de comprendre pourquoi vous êtes le candidat idéal. Le focus, vraiment vous concentrer sur quelles sont les compétences, quels sont les stages que vous avez faits, les expériences que vous en avez acquis, les machines sur lesquelles vous avez travaillé, le type de compétences qui vous différencie. C'est vraiment très important d'être spécifique par rapport à ce genre de points et de montrer ça en avant. On parle de LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, c'est vraiment un outil de travail dans le monde du travail qui est incontournable. Alors, il y a des équivalents dans les autres pays. Chez les Allemands, c'est Xing. Chez les Français, c'est Viadeo. On en parlera tout à l'heure. Mais vraiment, le point important, c'est vraiment de vous assurer que vous avez un profil LinkedIn à jour. Alors, LinkedIn vous permet aussi d'extraire un CV. C'est quelque chose qui fonctionne bien si vous en avez besoin sur le court terme, et si vous avez besoin de remettre quelque chose à un employeur. Maintenant, je vous encourage vraiment à faire un CV à vous. Alors, Élise va vous montrer un template un peu accrocheur, un peu moderne. Je pense que c'est important vraiment que vous ayez quelque chose qui colle à votre personnalité, qui colle aux besoins. Moi, j'ai souvenir d'il y a 10 ans d'avoir fait un CV qui ressemblait à une bouteille, parce que j'avais postulé dans une grande entreprise qui fabrique de la liqueur. J'avais fait un CV qui ressemblait à la bouteille, avec l'étiquette, mon nom était dessus, etc. C'est quelque chose, on m'a recontacté uniquement juste pour le CV au départ, parce que c'est vraiment le genre de choses que quand l'employeur le voit, il doit pouvoir déterminer très vite s'il y a quelque chose, s'il y a une valeur ajoutée. On est dans un monde où il y a énormément de candidats et on dit souvent, en 20 secondes, l'employeur envoyant le CV sait s'il va vous appeler pour une interview ou non. Dans les don'ts, dans les points à ne pas mettre en avant ou à ne pas faire, attention de ne pas mettre un contenu trop général. Une fois encore, soyez spécifique, de dire, voilà, j'avais une PNL au-dessus de 5 millions, par exemple, ça ne veut rien dire. Ça peut être 10 millions, ça peut être 15, ça peut être 20. Je prends des exemples complètement irrationnels par rapport à vous, j'en ai bien conscience, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les bons chiffres. Pareil, si vous avez supervisé 2 personnes, c'est pas supervisé aux alentours de. C'est toujours combien de personnes vous avez eu, qu'est-ce que vous avez fait de spécifiquement. Soyez honnête. Beaucoup de compagnies vont vous demander évidemment le diplôme bien après que vous ayez démarré. Ils vont parfois, en cas de doute, aller faire des checks de référence, ce genre de choses. Donc, vraiment, soyez transparent. Il n'y a pas de mal à dire je n'ai jamais fait, je ne sais pas, ou ça, par exemple, je ne l'ai pas. Une fois encore, des qualités que vous pouvez mettre en avant, vous en avez certainement tous énormément, et donc c'est vraiment très important de rester honnête et transparent et de ne pas. On parle de diplôme, voilà, les gens qui mentent sur leur diplôme, je crois que c'est très rare aujourd'hui, mais en tout cas, soyez honnête sur les compétences que vous avez acquis, le niveau que vous avez sur certains programmes. On s'est déjà retrouvé avec des candidats qui nous disent voilà, moi je mets 9 sur 10 sur tel programme, et puis ils sont arrivés chez le client et c'est à peine s'ils l'avaient déjà ouvert une fois dans leur vie. Donc c'est vraiment très très important de rester transparent. Et enfin, une mauvaise photo. Alors la photo, ça c'est vraiment un point très important aussi. Prenez le temps. C'est un peu ridicule de faire une petite séance photo, d'aller mettre une chemise juste pour faire une photo pour un CV, mais c'est vrai. Quand on voit un CV arriver avec
avec un fond derrière avec sa cabane de jardin, ça ne ressemble à rien, ça ne fait pas professionnel et ça ne donne pas envie de voir plus sur le CV. Un fond blanc, un fond neutre, vous pouvez faire un effet un peu de flou à l'arrière, vous pouvez le faire en noir et blanc, essayez d'être un peu créateur, demandez à des amis de vous aider à faire la photo si vous pouvez, mais vraiment, prenez le temps de faire une photo qui donne professionnel, qui donne cet effet. Il y a beaucoup de sites qui vont vous donner des conseils là-dessus. Prenez vraiment le temps. Faites une petite séance photo et vous aurez des photos pour les 2 prochaines années. Et au moins, ça permet de montrer une bonne image de soi à l'employeur. Je t'en prie. Merci. Alors, avant de regarder le CV, je regarde parce que je vois qu'il y a eu de l'activité dans le chat. Tout le monde, logiquement. J'ai déjà rédigé mon CV, également. Oui, je vois qu'effectivement, vous avez tous eu le droit et le plaisir de vous exercer à cet exercice qui n'est pas évident. Et alors, Aurélien, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tous vos CV au format étiquette de bouteille d'alcool. Oui, là, effectivement, à part si vous postulez pour une brasserie, là, ça pourrait être intéressant parce que du coup, vous allez vous démarquer par un CV fort original, du coup. Ici, on voulait vous montrer, du coup, un visuel d'un CV. Actuellement, la majorité des CV que nous recevons sont les CV qui se trouvent ici, mais sur votre droite à l'écran. Donc vraiment les CV par ordre chronologique pour vos études, qu'avez-vous étudié, l'expérience professionnelle, quels sont effectivement les logiciels que vous maîtrisez, les langues. Et c'est quelque chose de très synthétique. Et c'est qu'au niveau du visuel, ça n'accroche pas le regard. Que quand vous regardez celui de gauche, vous avez vraiment un CV qui a l'air d'être plus dynamique, on va dire ça comme ça, où vous avez effectivement une photo, vous avez les informations de contact de la personne qui sont facilement accessibles, vous avez ses études, vous avez effectivement un mot de présentation, une phrase qui va être très synthétique pour vous présenter, vous allez avoir les expériences avec les compétences qui ont été développées. Donc, c'est vrai qu'ici, si vous avez pu effectuer des travaux de groupe sur des démarches bien précises, vous avez participé à des compétitions inter-écoles, parce que je sais que ça existe pas mal ici en Belgique. N'hésitez pas à les notifier, parce que vous avez développé des compétences, soit en leadership, soit effectivement en collaboration avec différents étudiants qui ne sont pas en électromécanique, qui sont peut-être juste en électronique, qui sont peut-être aussi en informatique. Mettez ça sur vos CV, et alors n'hésitez pas à agrémenter votre CV de diagrammes pour avoir effectivement un visuel qui va accrocher l'œil de la personne qui va regarder votre CV. Ça, c'est vraiment un des tips les plus importants. Et comme le disait aussi Nicolas, faites attention à la photo, gardez une photo bien professionnelle, parce qu'une photo de vous lors d'une soirée de gardaille, par exemple, ne sera peut-être pas la plus appropriée pour donner envie à la personne de vous appeler et d'échanger avec vous sur votre recherche de stage ou alors votre recherche d'emploi, du coup. Je vais en profiter, je vais rebondir là-dessus. D'ailleurs, à ce propos, faites toujours une petite recherche sanitaire sur votre profil sur Google, parce que c'est certain que les gens vont parfois faire cette recherche et de fait, il y a parfois des liens à des cercles étudiants ou ce genre de choses qui vont popper. Donc, assurez-vous en tout cas que vous contrôlez l'information que vous mettez en ligne de votre personne. Et pour le CV, même chose, on est dans une période maintenant où les CV sont complètement digitaux, donc n'hésitez pas à rendre votre CV. Élise l'a dit, interactif et moderne. Il y a des tips and tricks. Vous pouvez le mettre, donc vous pouvez l'envoyer en format PDF. C'est quelque chose qui est très bien vu. Ça fait beaucoup plus sécurisé, ça fait beaucoup plus propre, ça fait beaucoup plus CV fini. N'hésitez pas à mettre des hyperlinks vers votre adresse LinkedIn, par exemple, dans le CV, que les gens puissent cliquer digitalement sans devoir aller recopier cette adresse dans leur browser. Pareil, vous pouvez aussi uploader votre CV en ligne et mettre un QR code, par exemple. C'est quelque chose qui fait très moderne, qui est très bien vu aujourd'hui. Même si ce n'est pas utilisé, ça donne un élément moderne, ça donne un élément complètement novateur, ça ne prend pas super longtemps à faire. Dernier point, complètement sur le côté, LinkedIn, n'oubliez pas aussi que LinkedIn autorise de renommer l'URL de son profil LinkedIn. Donc plutôt que d'envoyer un URL à rallonge qui ne sert à rien, vous pouvez vraiment aller dans le profil, configurer pour avoir un profil URL beaucoup plus court. Et sur un CV, vous pouvez le mettre et c'est quelque chose qui est assez bien vu. Donc voilà, c'était juste un petit tips and tricks. Alors, dans les mots-clés, donc nous, évidemment, on passe notre journée à regarder des CV, nos recruteurs nous envoient des CV, nous, on les regarde aussi, on essaye de les vendre chez les clients. Donc, c'est vraiment, les mots-clés, c'est quelque chose qui est très important. On reçoit un descriptif de fonction du client.
On lui demande toujours quelles sont ses attentes minimum, qu'est-ce qui est nice to have, qu'est-ce qu'ils utilisent sur site, quel type de programmes sont plus ou moins proches. Donc vraiment, réfléchissez, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui justement cherche votre profil. Quels sont les mots-clés que lui utiliserait pour vous trouver? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc ici, on vous en a mis quelques-uns. Par exemple, en automation, on va tout de suite mettre les différents automates qui sont utilisés. Et on a des clients qui nous disent, moi, d'office, il me faut que du Schneider. Si j'ai pas du Schneider, ça m'intéresse pas. Donc vraiment, si vous avez une connaissance de la machine, n'hésitez pas à la mettre. Pareil, mettez-vous un petit niveau, mettez un petit diagramme avec à quel niveau de connaissance vous en êtes. La maintenance, pareil, réfléchissez en termes de quantité. Comment est-ce que vous abordez la maintenance? Quel type de maintenance vous avez fait? Curatif, c'est vraiment la maintenance de base. Préventif, prédictif, si vous avez des connaissances en prédictif, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien vu. Parce qu'évidemment, la plupart des compagnies essaient de se moderniser, essayent justement d'éviter les downtime, surtout avec une compétition beaucoup plus féroce ces derniers temps. Donc vraiment, c'est des points importants. Production, quelques mots-clés, support de production, HVAC, vraiment, tous des petits mots-clés qu'on vous a mis qui sont des mots-clés qu'on doit pouvoir taper dans Monster ou dans LinkedIn pour vous retrouver et qui doivent apparaître en avant si vous avez une connaissance là-dedans. Dans les soft skills, vraiment, ça, c'est un point à faire de vous-même sur une introspection personnelle. C'est vraiment quels sont les points importants. Alors, c'est souvent un peu du bullshit marketing de dire, voilà, moi, j'ai l'esprit d'équipe. N'hésitez pas à mettre un petit exemple par rapport à ça. N'hésitez pas à expliquer où vous avez participé à ce genre de choses. J'en parlais encore, on avait un entretien en début de semaine avec un candidat. Elle était responsable de son cercle à l'université. Ça, c'est quelque chose, les employeurs aiment bien justement des gens qui ont fait un peu de scoutisme, des gens qui ont fait des jobs étudiants, des gens qui ont fait responsable de cercle. Ça montre une autonomie, ça montre une indépendance, ça montre en tout cas une intelligence professionnelle. Donc, c'est vraiment important. Toutes les petites expériences, même si elles n'ont rien à voir avec le monde du travail pour vous à première vue, elles sont là et elles sont importantes. Et ça montre en tout cas à l'employeur que vous avez ce sens des responsabilités. Et j'ai ma souris qui est complètement bloquée. Voilà. Je t'en prie. Merci Nicolas, après ce petit couac de souris du coup. Ce qu'on peut aussi vous donner comme conseil supplémentaire par rapport à votre CV en cas de recherche de stage ou d'emploi, c'est effectivement aussi de spécifier par rapport à votre mobilité, quelle est effectivement la distance que vous souhaitez parcourir, si vous êtes aussi mobile, hein, si vous ouvrez au fait de déménager. Donc par exemple, si vous cherchez un stage à l'étranger, précisez effectivement quel type de localisation vous recherchez pour vous relocaliser, pour être sûr effectivement que la personne, en voyant votre CV, ne se dise pas là malheureusement en termes d'équilibre vie privée vie professionnelle, ça n'ira pas. Non, elle verra directement que vous êtes disponible pour faire de la route ou pour vous relocaliser. Pensez aussi à parler de toutes les formations complémentaires que vous avez pu faire. Ici, oui, vous suivez une formation à l'ENALUX, mais peut-être qu'il y a eu d'autres formations, peut-être que vous avez pris aussi des cours du soir dans une langue, hein, je ne sais pas moi, par exemple en néerlandais, parce que vous souhaitiez absolument vous perfectionner dans cette langue. Indiquez-le, c'est super important parce que ça montre que vous êtes une personne aussi qui prenait des initiatives où vous vous êtes dit, tiens, là, j'avais une lacune, j'ai eu envie de poursuivre et j'ai pris des cours supplémentaires. Là, je vous invite vraiment à bien l'indiquer. Quand vous allez en entretien, pensez aussi à prendre votre CV avec vous, hein, parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer va jongler entre les réunions ce jour-là et malheureusement, on n'aura pas eu le temps d'imprimer votre CV. Pensez également, ici, il y a un contexte en particulier cette année en 2020 qui est le Covid-19, où là, on est aussi amené à faire du télétravail ou si c'est autorisé, faire du présentiel au bureau. Pensez aussi à mettre en avant sur votre CV si vous savez utiliser tout ce qui est par exemple Teams, Zoom par exemple, que pas mal d'entreprises utilisent. Et alors, voyez aussi si vous êtes, vous pouvez aussi noter que vous êtes aussi disponible pour faire du télétravail parce que ça c'est pour l'instant la norme professionnelle. Et alors, dernier point, vous pouvez toujours mettre des personnes de référence sur votre CV, que ce soit pour la recherche d'un stage ou effectivement la recherche d'un emploi. Pour la recherche d'un emploi, souvent ce sont vos personnes de stage ou votre professeur qui vous aura encadré lors de votre travail de fin d'études. Mais si jamais on vous en demande aussi pour des stages et que vous faites partie, comme Nicolas vous a dit, d'un cercle étudiant, que vous faites des jobs étudiants, que vous avez aussi d'autres activités ou que vous avez dû travailler en collaboration avec un doctorant ou avec un professeur, n'hésitez pas à leur demander s'ils sont OK de pouvoir être contactés pour des références.
n'indiquez pas leur nom, leur numéro, parce que sinon, peut-être ils risquent d'être appelés de façon, de façon très nombreuse si vous avez envoyé votre CV partout. Mettez alors plutôt référence sur demande, mais comme ça vous êtes sûr d'avoir effectivement des personnes qui peuvent parler de vous et parler de vous au travail par rapport à vos qualités et les compétences que vous avez pu démontrer durant la collaboration avec elles, du coup. Ici, maintenant, on va aborder le point de la recherche de stage ou d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire, sur quel site il faut aller, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire également, parce qu'il y a parfois quelques erreurs qui sont mises en place. Moi, j'ai envie de vous dire que la première chose à faire, c'est vraiment faire une bonne introspection de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment se poser des questions sur, OK, ici, là, moi, maintenant, qui je suis? Quels sont mes atouts? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'ai adoré comme cours ici, dans la formation que je suis à l'ENALux, là où j'ai vraiment, où je me suis épanouie dans le cours et je me suis dit, waouh, ça, ce cours-là, par exemple, celui qui était attenant à la maintenance préventive, prédictive, ça, c'était vraiment mon cours, coup de cœur. Ben là, alors, concentrez-vous dessus. Voir aussi, tiens, ici, je me dirige vers quel secteur d'emploi, quel département dans une société. Est-ce que je vais être plutôt lié à la production, être sur le terrain? Est-ce que je vais plutôt être en amont dans tout ce qui est partie études, bureau d'études, réflexion par rapport à celle-ci, le type de fonction qui pourrait me plaire, s'il y en a certaines qui vous viennent déjà en tête, quelles sont aussi les valeurs de l'entreprise qui pourraient fortement m'intéresser, la culture également, où est-ce que je veux faire mon stage, où est-ce que j'ai envie de travailler, quelle est la région, quelle est la taille aussi de la société, parce que du coup, la culture va être différente si vous vous inscrivez dans une société de type multinationale, PME ou start-up. On ne sera pas du tout dans le même mindset et ce ne sera pas du tout le même environnement de travail. Et alors, évidemment, quel est votre objectif pour obtenir votre premier emploi? Parce que si vous savez que vous vous tournez dans la maintenance, avec votre premier emploi, vous le voulez dans la maintenance, pensez à faire votre stage alors en ligne avec cela, dans une zone de production, dans une équipe de maintenance, pour pouvoir prouver que vous avez développé toutes ces compétences lors de votre recherche de premier emploi. Et alors aussi, pensez à regarder, tiens, où est-ce que je me vois dans 3 ans? Là, ici, on est en 2020. 2023, j'espère qu'on sera débarrassé du Covid, ou en tout cas qu'il y aura les vaccins et tous les traitements possibles à ce niveau-là. Mais dans 3 ans, où est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois effectivement technicien d'automation? Est-ce que je me vois ingénieur? Est-ce que je me vois automaticien? Parce que ça, c'est vraiment mon but. Ou je me vois vraiment plutôt maintenancier parce que c'est votre dada. Pensez à réfléchir à ça. Vous avez déjà aussi certains sites en ligne qui peuvent vous proposer de faire des tests de personnalité, des tests d'orientation professionnelle. Certains sont accessibles via effectivement paiement, d'autres sont gratuits. Mais je sais qu'aussi dans de nombreuses écoles, vous avez des centres d'orientation. Pensez aussi à contacter vos centres d'orientation pour faire un test. Si jamais vous vous sentez largué, vous ne savez pas, vous n'êtes vraiment pas sûr, c'est toujours intéressant de faire ce genre de test et d'exercice, parce que vous apprenez à mieux vous connaître, et au mieux vous allez vous connaître, au plus simple ce sera pour votre recherche et pour pouvoir avancer dans celle-ci du coup. Du coup, c'est vrai qu'on vous a mis en place une citation, elle est traduite de l'anglais, donc elle n'a pas exactement la même signification, mais c'est vraiment dans le sens, assurez-vous d'obtenir ce que vous aimez, ou vous serez forcé effectivement d'aimer ce que vous allez obtenir. Et ça, c'est vraiment garder ce mantra en tête, de vous dire, OK, là maintenant, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Pour les différents canaux, pour rechercher un stage ou rechercher un emploi, parce que ça peut être utilisé en fait pour les deux. On vous en a cité quelques-uns ici sur l'écran d'ordinateur que vous voyez apparaître. Ce que j'ai envie vraiment de mettre en évidence, c'est bien entendu l'ENALux, votre école. Vous avez certainement des professeurs qui ont des contacts avec des sociétés, qui ont aussi des connaissances. Vous avez aussi tout le réseau d'alumni. Donc, où on fait les stages, où les précédents étudiants ont-ils fait leur stage? Est-ce que vous pouvez du coup recontacter? Si vous avez des connaissances qui sont peut-être en bac 3 ou alors qui ont été diplômés il y a 2 ans, qui travaillent dans une société bien précise qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la personne. Ça, je vous invite vraiment
à le faire. En parlant de réseau, pensez aussi à votre réseau personnel. Vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez aussi dans vos familles, vous avez aussi les amis de vos parents, les amis de vos frères et sœurs. Peut-être qu'eux aussi peuvent vous ouvrir la porte pour obtenir un stage ou un entretien. Vous avez aussi le site de référence student.be pour rechercher, oui, des jobs étudiants, mais ça aide aussi lors de leur recherche de stage. Regardez aussi sur le site de l'ENALUX. Peut-être qu'il propose aussi un site où toutes les sociétés peuvent publier les descriptifs de fonctions, les descriptifs de stages qui sont recherchés actuellement. Et alors, vous avez aussi tout ce qu'on appelle des job boards. Donc, que sont les job boards? Ça va être Jobat, ça va être Monster, ça va être le VDAB, ça va être le Forum. Vous aurez aussi Indeed, Stepstone, Jobijoba. Vous avez bien entendu LinkedIn. Ça, on vous montrera aussi dans les slides prochaines comment on fait pour faire une recherche sur LinkedIn. Et alors, pensez, si jamais vous voulez faire un stage à l'étranger ou vous voulez travailler à l'étranger, pensez aussi à utiliser le canal de recherche qui est le plus utilisé dans le pays. Ça, vous faites une recherche rapide sur Google si vous n'êtes pas sûr et que vous dites, tiens, moi, mon rêve, c'est vraiment d'aller travailler en Espagne. Allez voir sur Google quels sont les moteurs de recherche d'emploi qui sont les plus utilisés quand on recherche un emploi ou un stage en Espagne, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est LinkedIn ou que c'est Monster ou que c'est Stepstone. Il y en a certainement d'autres. Donc, pensez à effectivement prendre en considération, OK, je vais dans un pays différent, une culture différente. Comment est-ce que du coup, dans ce pays-là, on recherche un stage ou un emploi? S'il te plaît, Nicolas. Merci. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important, c'est toujours de prendre ce pas de recul sur ce que vous cherchez, comment vous cherchez. C'est vraiment quelque chose où vous devez toujours vous mettre dans la peau. N'hésitez pas à demander du feedback. On va vous le proposer à la fin pour les CV, mais vraiment pour quoi que ce soit vos expériences que vous mettez en avant, la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous faites une interview, demandez toujours du feedback. Et je sais que le feedback n'est pas toujours facile à prendre, ça dépend aussi de qui le donne, mais tout feedback pour moi est bon à prendre. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir avoir la vue à 360, de voir comment les gens vous perçoivent et à vous de retenir ce que vous voulez en retenir. Et il se peut très bien que le feedback, vous ne le compreniez pas ou vous refusiez de l'entendre. Et parfois, il y a du feedback qui n'est pas justifié. Donc, c'est important de pouvoir faire la part des choses. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à en demander, comme disait Elise, vraiment de prendre le temps d'aller voir comment on procède dans le pays, quels sont les avantages sociaux à engager un étranger. Est-ce que la Belgique n'est pas plus avancée dans certains domaines que vous pouvez mettre en avant en disant, voilà, moi j'ai travaillé dans une usine qui est la première en Europe. Mais forcément, ça amène des best practices, ça amène une manière de travailler différente, ça amène un vent de fraîcheur dans la compagnie. Donc, c'est quelque chose que vous devez mettre en avant. Ici, pour la création d'un LinkedIn, on en parlait tout à l'heure. LinkedIn, c'est vraiment devenu un outil incontournable aujourd'hui. Alors, il n'est pas encore à 100% en termes de son côté pratique, parce qu'évidemment, ça reste un outil américain et qu'aujourd'hui, par exemple, vous cherchez un emploi, j'imagine à Nivelles, vous allez tomber sur tous les jobs à Bruxelles, parce qu'il ne fait pas la distinction entre Nivelles et Bruxelles. Donc, forcément, c'est pas encore super à jour. Mais en termes de mindset des entreprises, certaines entreprises, par définition, n'utiliseront que LinkedIn, par exemple. C'est un choix personnel parce qu'ils pensent que c'est l'avenir, c'est la modernité d'être sur LinkedIn. Et donc, les jobs que vous trouvez sur LinkedIn ne sont pas toujours les mêmes que vous allez trouver sur un Indeed ou sur un Monster. Donc, vraiment, prenez le temps de vous créer un profil là-dessus. Pareil que votre CV, c'est quelque chose qui va prendre des heures. Mais il vaut mieux le faire une fois et le faire bien que de le faire à moitié et puis d'avoir quelque chose que vous n'allez pas updater. Pareil, n'hésitez pas à l'updater fréquemment. Donc, vous avez trouvé un poste, vous avez trouvé un stage, vous l'updatez directement. Laissez en recherche d'emploi alors que vous travaillez depuis 2 mois, les gens vont vous appeler et ça ne fait pas professionnel. C'est vraiment faire perdre du temps aux gens. Sauf si vous êtes évidemment en recherche, mais rappelez-vous que les gens peuvent voir que vous êtes en recherche du coup. Aujourd'hui, vous pouvez aussi mettre la photo avec le petit bord vert Open to Work qui identifie facilement les profils. Donc, n'hésitez pas à le faire. LinkedIn offre cette capacité-là. Et alors, voilà, ici, comme on expliquait, ça fonctionne comme un CV. Donc, vraiment, prenez le temps de mettre vos formations, les mots-clés, la photo de couverture, détaillez vos skills. Inscrivez-vous à des groupes. N'hésitez pas à demander plein de connexions aux gens. Alors, quand vous demandez une connexion à des gens sans raison, n'hésitez pas à leur mettre une petite note en disant, voilà, j'essaie d'étoffer mon réseau, ça me ferait plaisir de vous avoir parce que je suis sûr que vous échangez des informations intéressantes. Rappelez-vous, il y a toujours, alors, quand on n'est pas utilisateur professionnel de LinkedIn, on voit toujours le 500+, qui est un peu le jalon à atteindre d'office quand on a un profil LinkedIn pour avoir ce 500+. Rappelez-vous qu'un employeur, lui, voit exactement combien vous avez de connexion. Donc, atteindre 501 et puis j'ai le 500+, personne ne voit que j'ai que 501. Quand vous postulez un job, ça se voit. Donc,
rappelez-vous vraiment que c'est quelque chose qui doit se développer. Alors, le but n'est pas d'avoir 10 000 connexions qui ne servent à rien. Le but, c'est évidemment d'avoir des connexions qui vous permettent, sur votre fil d'actualité, de voir, bah, tiens, telle entreprise a lancé un nouveau programme, telle entreprise a lancé un recrutement de 10 ingénieurs, ou telle entreprise s'est lancée dans tel nouveau projet en Europe. Même chose, c'est quelque chose qui vous permet de vous tenir au fil de l'actualité. Et si vous allez en interview, bah c'est toujours agréable de pouvoir dire, voilà, bah moi je suis connecté avec un des directeurs en Allemagne de votre entreprise, il disait que vous étiez investi dans tel ou tel projet. Ça montre que vous en avez quelque chose à faire, ça montre que vous êtes connecté à eux, et en tout cas que vous êtes tenu au fait de ce qui se passe. Comme on expliquait, vraiment, quand vous allez faire un entretien, prenez le temps aussi de rajouter tous les gens que vous avez en entretien. C'est un rajout facile, ça vous rajoute des connexions et ça permet aux gens de montrer bah, que vous êtes là. Ça va leur rappeler, même après que l'entretien soit fini, que ah oui, il était venu hier, par exemple. Donc, c'est important de garder ça parce que forcément, quand on reçoit un mail LinkedIn, il y a toujours un mail avec le nom de la personne qui vous rajoute. Donc, même quand il va reprendre sa boîte mail dans une semaine, il va défiler et puis il verra votre nom passer entre deux. C'est un message un peu subliminal, ça permet de rester connecté aux gens. Voilà. Merci. Alors, du coup, ici, maintenant, on va rentrer dans la partie concrète. Maintenant, vous avez rédigé votre CV, vous avez effectivement pris en charge le fait de vous connecter avec des gens sur LinkedIn, de bien retravailler votre profil LinkedIn. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, du coup, quand vous êtes en pleine candidature active, vous êtes dans une procédure. Ici, on va vous donner, du coup, tous les conseils qui peuvent vous aider par rapport à ça, les choses à faire, les choses à pas faire aussi, parce que lors des entretiens, il y a quand même parfois quelques personnes qui malheureusement peuvent se tirer une balle dans le pied parce que on n'est pas habitué à faire des entretiens. C'est un exercice qui n'est pas évident, ça peut être stressant, mais au plus vous allez faire l'exercice, au mieux vous allez effectivement appréhender celui-ci et au mieux vous allez vous débrouiller et vous sentir à l'aise. Et donc ici, Nicolas va vous donner les premiers conseils qu'on peut vous communiquer du coup. Merci. Alors, vraiment, on reviendra sur les techniques d'entretien dans les slides suivants. Donc ici, c'est vraiment sur, avant d'aborder un entretien, comment est-ce que vous préparez un entretien. Donc la première chose, c'est de bien lire l'offre. Je sais que c'est vite dit, mais c'est vraiment, il y a souvent des points bien spécifiques qui reviennent. S'il parle d'un programme, s'il parle d'un projet spécifique, n'hésitez pas à le noter, n'hésitez pas à aller le rechercher. Vous risquez de vous retrouver en entretien où on vous dit, tiens, est-ce que vous avez vu que vous allez devoir travailler sur tel projet? Si vous l'avez vu sur le CV, mais vous n'avez pas été le rechercher, ça passe mal. C'est quelque chose où ça montre que vous n'avez pas pris le temps de faire la recherche. Prenez le temps de regarder ce que fait la compagnie. Prenez le temps de comprendre combien ils ont d'employés, quels étaient les chiffres. Un bête Wikipédia, parfois Wikipédia n'est pas toujours le plus précis, mais ça vous permet au moins d'avoir déjà une vision. Vous pouvez regarder toutes les compagnies qui sont sur le marché public et qui sont cotées en bourse. Les chiffres annuels sont forcément en ligne. C'est un requirement pour ce genre de choses. Donc, vraiment, prenez le temps de lire un maximum l'offre d'emploi, de lire un maximum sur la compagnie et de comprendre, un, si vous fitez à la culture, et deux, sur quoi vous allez travailler exactement. Plus vous êtes préparé, plus votre entretien va être facile. Quelle est votre motivation? Arriver et dire je veux un travail parce qu'il faut que je travaille, c'est une belle motivation, mais c'est pas ça qui fait que. Il y a des motivations où vraiment de dire voilà, moi je me suis toujours passionné pour les trains magnétiques par exemple. Vous avez travaillé chez Siemens, mais de dire voilà, moi c'est quelque chose, j'ai suivi ça depuis des années, j'ai toujours voulu faire part de ce projet. Ça c'est quelque chose où ça montre un enthousiasme. Ça peut paraître une fois encore un peu facile de dire ça comme ça, mais je vous assure que j'ai des managers dans des compagnies qui m'ont dit moi je veux un gars qui fabrique des cartes électroniques dans son garage. Je veux un passionné. Je veux quelqu'un qui soit fou de ce genre de process, par exemple. Donc, c'est vraiment important. Ça peut paraître anodin comme ça, mais je vous assure que dans le monde du travail, il y a des compagnies où vraiment de savoir que le gars fabrique des cartes PCB dans son garage, ça lui a donné une énorme marque d'avance. Et il est venu avec à l'entretien. Il avait ses petites cartes électroniques dans sa sacoche. Il les a sorties à l'entretien. Donc, ça paraît anodin, mais ça a tellement plu au manager, c'est vraiment quelque chose où, en tout cas, ça a montré sa passion et son enthousiasme. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vraiment connecter avec vraiment votre vraie motivation pour ce poste, plutôt que j'ai juste besoin de payer les factures. Comme je vous disais, regardez le site web, regardez le LinkedIn. Si vous êtes connecté avec des gens de l'entreprise, regardez ce qu'ils publient. C'est aussi une manière de voir le trending dans l'entreprise, les messages forts et les messages clés. C'est des petites choses qui sont intéressantes et qui vous permettent, en tout cas, d'avoir un edge au moment de l'entretien. Et enfin, préparez votre itinéraire. Alors, on parlait tout à l'heure même pour le monde du travail, de quelle distance vous êtes prêt à parcourir.
pensez pas toujours en distance, pensez aussi en temps. Alors aujourd'hui, on est en période de Covid, donc forcément le temps n'est pas le même. Mais par exemple, quand vous cherchez un poste à Bruxelles, c'est pas parce que c'est à 15 km que vous y serez dans 20 minutes. Il est parfois important vraiment de garder ça en tête et de vous dire, bah tiens, je veux être sûr que je serai là à l'heure. Donc, il y a aujourd'hui Google et Waze font ça très bien, des petits algorithmes qui permettent de calculer par rapport à tel jour, à quelle heure vous arriverez. Prenez un peu de marge par rapport à ça. Et si vous arrivez à l'avance, un des trucs qu'on donne toujours, restez loin de la compagnie. Allez pas vous garer dans le parking parce qu'il y a des compagnies où il y a des gens qui, c'est leur malin plaisir de surveiller le parking ou de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Si vous restez dans votre voiture pendant 20 minutes, c'est un peu bête. Donc, vraiment, prenez le temps de vous mettre sur le côté. Ça vous permet, vous, d'être sûr que vous êtes à l'avance, vous êtes tranquille. Vous arrivez dans le parking avec 10-15 minutes d'avance et vous sonnez avec 5 minutes d'avance. C'est professionnel, c'est pile à l'heure. Arriver avec 20 minutes d'avance, par exemple, même chose, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien vu. Moi, je suis parfois en meeting, on m'appelle en disant, tiens, il y a ton rendez-vous de 10h qui est là, il est 9h30. Qu'est-ce que je fais Moi, je me sens obligé dans un sens de devoir shifter mes meetings. Quand j'ai des meetings que je peux pas shifter, la personne reste une demi-heure assise à la réception. C'est des choses qui sont pas super confortables. Donc vraiment, planifiez, assurez-vous que vous serez là avec suffisamment d'avance, mais pas trop, et restez vraiment dans les clous par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, aujourd'hui, même chose, paraît anodin et paraît logique, mais quand il se passe l'opposé, en général, ça marque. Je t'en prie. Merci. Alors ensuite, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous avez attendu dans votre voiture, vous êtes effectivement, vous avez sonné et ici, vous êtes en pleine phase d'entretien. Évidemment, pour l'entretien, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bonne tenue avec soi, donc évitez tout ce qui est plus la capuche, jeans avec trous ou une casquette ou peu importe. Prenez effectivement une tenue qui est professionnelle. N'hésitez pas à poser la question aussi à la personne qui vous invite en entretien en disant voilà quel est le style vestimentaire dans la société. Est-ce que du coup tout le monde est en costume cravate? Là, pensez à mettre un costume cravate. Mais si elle vous dit voilà, ici on est plutôt sur business casual, donc là business casual, ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai que c'est un terme qui va grandement utilisé actuellement. Pensez à mettre une chemise, un pull et un pantalon classique. Et ça pourra effectivement être totalement correct, parce que c'est que si vous arrivez en costume cravate dans une société où on est plutôt dans un modèle de start-up où tout le monde effectivement va venir en basket, en jeans et avec un polo, vous allez effectivement un peu dénoter du coup dans le paysage. Donc pensez à poser la question quand vous êtes invité à aller vous rendre en entretien. Comme on vous l'a dit précédemment, apportez votre CV avec vous. Prenez aussi de quoi écrire, donc un stylo qui fonctionne, parce que ça, j'ai déjà eu aussi des candidats qui arrivaient, qui avaient leur bloc-notes, qui avaient leur bic, mais malheureusement, le bic fonctionnait pas. Donc, pensez à prévoir du matériel pour écrire, parce que la société va vous prend le temps de vous recevoir, de vous expliquer qui elle est, de vous expliquer le poste. Pensez à prendre note par rapport à ça. Ok, c'est une société de combien de personnes? C'est quoi la culture? Ah oui, l'emploi, le stage qu'on me propose, je vais devoir faire ça. Ah tiens, ça, je ne connais pas. Il me parle de tel logiciel. Pour vous renseigner chez vous ou demander à vos professeurs, pensez à noter ces informations-là. Et en plus, ça va montrer votre intérêt à votre interlocuteur. Écoutez, bien entendu, attentivement la personne. Même si vous avez une envie urgente de parler parce que vous avez une question qui vous vient en tête, attendez, laissez d'abord la personne parler, finir sa phrase. Au pire, vous notez votre question, étant donné que vous avez de quoi noter avec vous, pour vous la rappeler en fin d'entretien, en milieu d'entretien, où vous voyez qu'il y a un moment donné où vous pouvez répondre, mais n'interrompez pas en plein milieu d'une phrase une personne, parce que ça risque d'être malheureusement mal interprété. Montrez votre intérêt pour le stage qui est proposé, pour l'emploi qui est proposé, la culture d'entreprise également, ce pourquoi vous vous dites, ah oui, là c'est vraiment un bon match par rapport à ma personnalité et votre façon effectivement de collaborer, de travailler ensemble. Préparez vos questions à l'avance. Vous avez d'office reçu un descriptif de fonction pour votre emploi, pour votre stage. Pensez déjà à poser des questions qui pourraient être, vous avez un descriptif sur effectivement un poste d'automation, mais il n'est pas noté le type d'automate sur lequel vous allez devoir travailler. Pensez à poser la question, ça va montrer votre intérêt et en plus, vous aurez l'information. Restez vous-même aussi durant les entretiens. Ne prenez pas, effectivement, ne mettez pas un masque en vous disant, voilà, je ne dois absolument pas représenter la personne que je suis parce qu'on ne sait jamais qu'elle ne plaise pas. Soyez vous-même parce que de toute façon, lors des prochains entretiens ou lors de votre stage ou effectivement de votre premier emploi, les personnes découvriront, quoi qu'il arrive, qui vous êtes. Donc, autant vous montrer
honnête, transparent, et c'est souvent ce qui paye et ce qui plaît aussi le plus aux entreprises. Et alors, pensez à montrer votre potentiel. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, d'autodidacte, Nicolas parlait d'un des candidats qui, son loisir, son passe-temps, c'était de créer des cartes électroniques. Il a aussi dû apprendre parce qu'il n'avait pas nécessairement toutes les connaissances dans certaines cartes qu'il a pu créer. Il a pris des initiatives, il s'est renseigné. Montrer tout ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider lors de l'entretien et en plus, vous les aurez préparés et vous vous sentirez du coup beaucoup plus à l'aise durant l'entretien. Si on vous pose des questions là-dessus, vous vous direz « Ok, là je suis prêt, j'ai déjà ma réponse, c'est bon, je peux souffler. » S'il te plaît, Nico. Beaucoup. Avant de parler de ça, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler une fois encore, soyez humble, rappelez-vous on parle toujours, il y a toujours un peu ce cliché quand on présente à 50 personnes des imaginés en sous-vêtements. Dans un entretien, moi, j'utilise un peu le même conseil, je donne un peu le même conseil aux gens. Rappelez-vous que c'est des gens que vous risquez de ne plus voir, c'est des gens que vous risquez de ne plus croiser. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire une mauvaise impression pour faire une mauvaise impression. Justement, essayez d'être le plus naturel possible et l'entretien va se faire de lui-même. Évidemment, c'est certain que plus vous les multipliez et plus vous avez l'habitude d'en faire, et plus ça devient un exercice agréable. Si vous en avez fait 20, 30, vous allez être beaucoup plus à l'aise que si c'est votre premier. Mais vraiment, je le dis souvent, prenez le temps de souffler. Rappelez-vous que c'est pas critique et de ne pas vous mettre martel en tête par rapport à ce genre de choses. Donc c'est vraiment très important. Soyez à l'aise, soyez vous-même. L'humilité, c'est quelque chose qui est très bien vu. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à dire je ne sais pas, mais j'ai pas peur d'apprendre. Comme disait Elise, préparez-vous aussi au logiciel. J'ai un consultant à moi qui a raté un entretien parce que tout simplement il a dit non, j'ai pas envie d'apprendre ce programme-là, je le connais pas, c'est pas dans mon CV, alors que c'était un équivalent d'Excel qui était juste pas utilisé couramment. Il aurait pris 2 minutes de vidéo YouTube que je lui ai envoyé par après sur le tuto de fonctionnement. Il aurait dit ah bah oui, en fait j'aurais pu l'utiliser. Mais oui. Donc ne partez pas défaitiste, ne partez pas fermé, expliquez vraiment qu'il n'y a pas de problème, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous voulez bien apprendre. Faites des liens, pareil, en disant je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que ça fonctionne un peu comme celui-là que j'utilise très bien. Donc ça, c'est des choses où ça montre une fois encore que vous avez créé cette toile, que vous avez fait ces liens dans votre esprit et qui permet de montrer que vous avez la tête sur les épaules. On a eu la candidate en début de semaine ici, par exemple. Elle avait fait son premier travail était en qualité. Le poste, elle n'avait pas l'expérience. Et le manager disait oui, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a l'expérience pour ce poste. Elle disait oui, mais moi j'ai fait le lien par rapport à la qualité en disant que la qualité est quand même très importante. Ça amène énormément de process qui sont nécessaires au bien de votre projet. Et de lui-même, il est revenu en disant oui, vous avez tout à fait raison. C'est un lien qui est intéressant. C'est une qualité en plus. Et c'est vrai que moi je peux toujours vous apprendre ce que j'ai besoin de vous apprendre, mais l'avantage d'avoir la qualité en plus, vous avez quelque chose derrière que les autres candidats n'ont pas. Donc vraiment créer ces liens, montrer que vous avez réfléchi plus loin que ah j'ai pas cette compétence là. Ici, on va parler de la méthode STAR, donc la méthode Situation, Task, Action, Result, qu'on apprend un peu dans tout le métier de recrutement. Je vous laisserai aller l'étudier, voir la méthodologie, comment ça se passe. Moi, je vais vraiment la paraphraser très simplement. La méthode STAR, c'est une manière d'enquêter sur vous, sur ce que vous avez fait, sur les compétences que vous avez acquises, en vous demandant une situation bien donnée. On vous demande de prendre un exemple, alors qu'il soit professionnel ou non professionnel. On vous demande ensuite quelle a été la tâche que vous avez accomplie pour ce projet, comment est-ce que vous l'avez accomplie et les résultats que vous en avez tirés. Donc vraiment, on va creuser étage par étage, on va vous poser des questions pour, s'assurer que vous l'avez fait, parce que c'est facile de dire j'ai géré autant de personnes, j'ai géré un tel budget sans avoir creusé derrière, mais autre que le fait de l'avoir creusé pour s'assurer de sa véracité, c'est aussi comprendre comment vous répondez, comprendre comment vous vous mettez en situation, comprendre que vous avez tiré la bonne analyse de ce qu'on vous demande. Donc, c'est vraiment une méthode qui est très, très complète dans ce qu'elle apporte. Elle apporte vraiment énormément de clarté sur qui est la personne en face de moi. Donc, réfléchissez toujours dans la méthode inverse, faites du reverse engineering, réfléchissez toujours à qu'est-ce que la personne attend de la question qu'il me pose. Comment est-ce que moi, je peux lui montrer que dans ma tête, avant qu'il me pose les 5 questions de la méthode STAR, je peux déjà les faire moi-même. Et alors, vraiment, ce qui est très important, et ça, c'est le point capital d'un entretien, réfléchissez à la question initiale. Souvent, on vous pose une question et puis on peut partir sur une parallèle et il n'y a pas de problème à prendre un peu de temps pour parler d'autre chose. Mais si vous le faites, rappelez-vous de revenir à la question en disant, petite parenthèse fermée, je reviens à votre question initiale qui était est-ce que j'ai déjà fait ça? Donc oui, j'ai déjà fait ça dans ce cadre-là. Donc, prenez vraiment toujours le pas en arrière de dire est-ce que j'ai répondu à la question qu'on m'avait posée.
Gérez votre temps de parole, évidemment. Si un entretien doit durer une demi-heure et que vous commencez à partir sur des tangentes à chaque question, bah forcément, au bout de la demi-heure, on n'aura absolument pas posé ce qu'on veut poser comme question. Donnez-vous le temps de la réflexion. C'est primordial, c'est clé, c'est super important. Ne répondez pas tout de suite. Très souvent, on ne laisse même pas le temps à la personne de terminer sa question avant de répondre parce qu'on a l'enthousiasme, parce qu'on a envie de montrer un bon visage, parce qu'on a envie de bien faire. Vraiment, il n'y a pas de souci à prendre dans votre tête 3 secondes pour réfléchir, compter les 3 secondes. On le dit souvent quand on présente, on le dit souvent quand on fait un entretien, le stress fait qu'on accélère plus que ce qu'on perçoit. Donc on ne se rend pas compte en fait qu'on déblatère très très vite ou qu'on répond trop vite. Vous n'allez pas passer pour un idiot parce que vous prenez 3 secondes de réflexion. Mais les 3 secondes de réflexion, elles vont vous permettre de structurer ce que vous allez donner comme réponse et de montrer que vous savez vraiment analyser la question, structurer votre réponse, prendre le temps de répondre correctement et avec qualité. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes quand vous faites un entretien. Ne vous précipitez pas, revenez à la question initiale et quand vous répondez à la question, creusez bien vous-même, faites vraiment cette déconstruction de la question en disant voilà, ça c'était la situation, ça c'est ce que moi j'ai fait, ça c'est ce qui s'est passé et ça c'est le résultat qu'on en a eu. Et si vous avez dans cette question, tiens, est-ce que j'ai eu cette autonomie de vous-même, vous savez que par exemple vous travaillez en binôme avec quelqu'un, n'hésitez pas à le mettre en avant dès le début. Ça montre aussi que vous restez terre à terre par rapport à ça. Parce qu'on va vous demander après en disant bah, tiens, qu'est-ce que vous avez géré, quel pourcentage, est-ce que vous avez besoin d'assistance, est-ce que votre manager était derrière vous pour ce genre de choses. Donc de le faire de vous-même en disant voilà, je l'ai fait en binôme avec quelqu'un, mais on a eu la responsabilité à nous deux, c'était une responsabilité partagée. Ça montre que vous avez aussi le sens de responsabilité, que vous pouvez montrer en tout cas que vous savez attaquer un projet de manière réaliste. Voilà. Hop, je clique. Aussi ici, un autre tips de notre part, ce qu'on peut en plus vous conseiller, faites des jeux de rôle. Prenez un de vos amis, un camarade de classe, une personne de votre famille et faites aussi des exercices de jeu de rôle en vous mettant en condition, en se disant tiens, je vais aller, on va faire un entretien, on va simuler un entretien, à quoi ça va ressembler, préparer un exemple de méthode STAR, hein, comme vous a expliqué Nicolas, et alors vraiment faites le jeu. Donnez-vous à 100% durant ce jeu de rôle. Comme ça, vous aurez déjà une première expérience de mise en contexte de « Ok, ça se passe comme ça, il y a telle question. Ah oui, effectivement, je peux prendre 3 secondes pour réfléchir. La personne ne va pas me fusiller du regard parce que je réfléchis. » Et parfois, vous pouvez aussi juste le dire. « Ah, écoutez, par rapport à cette question, je prends le temps de la réflexion. » Vous vous arrêtez, vous réfléchissez et vous répondez. Toujours effectivement répondre de façon également honnête et transparente, c'est ce qui sera le plus intéressant. En termes de questions typiques qu'on peut vous poser en entretien, il y a bien entendu quels sont vos 3 points forts, quels sont vos 3 points faibles. Sachez que les personnes dans le recrutement et aussi les managers techniques pourraient vous demander tiens, est-ce que vous avez des exemples? Si vous dites voilà, un de mes points forts, c'est que je suis obstiné, mais c'est également un point faible. Donner un exemple concret de OK, dans quel cadre est-ce que ce point fort vous a desservi. Pensez aussi à préparer tous ces exemples-là. Pensez à réfléchir à la question quelles sont vos attentes professionnelles. Ça, c'est une question qui va vous être posée une fois sur 2. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Soit elle va vous être posée comme ça, soit ce sera où vous voyez-vous dans 3 ans, quelles sont vos attentes à moyen, long terme. Ça, ce sont les variantes de questions qui peuvent vous être posées. Une question également qui arrive souvent vers la fin d'un entretien, quand vous vous dites « Ok, d'accord, là j'ai bien géré, je pense que tout s'est bien passé. » Et la dernière question, ça va être « Pourquoi vous ?» Pourquoi est-ce qu'on doit vous engager, vous? Et où là, en fait, on vous demande quel est votre différenciateur. Soit, effectivement, vous allez pouvoir mettre en avant le fait que vous connaissez déjà une technologie bien précise, soit vous allez aussi pouvoir, par rapport à des recherches que vous avez menées sur le site internet de la société, vous avez vu qu'il y avait telle action en termes de société, ou ça, vous avez déjà pu le faire par le passé via un cercle étudiant, via un job étudiant. Mettez des liens. Faites des liens pour prouver votre motivation et pour vous différencier aussi d'autres personnes parce que dites-vous bien que quand vous postulez à un emploi, que vous êtes vu en entretien, souvent vous n'êtes pas la seule personne qui est vue en entretien. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que vous allez vous démarquer des autres? Réfléchissez à cette question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de collaborer avec vous? Et alors, dernière question qui revient assez régulièrement, je dirais 40% du temps, c'est d'expliquer une réussite.
Donc, c'est quoi une réussite? Ça pourrait être un travail de groupe que vous avez effectué avec des camarades de classe, un travail individuel, si on reste effectivement en termes académiques. Vous avez aussi, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, toutes les compétitions intra-école où vous avez par exemple le fait de créer des robots qui doivent lancer un ballon de basket par exemple ou autre. Si vous avez participé à ce genre de compétition et que ça s'est bien passé, n'hésitez pas à le mettre en avant. Mais vous avez aussi d'autres réussites qui sont hors académiques. Ça pourrait être une réussite privée parce que vous êtes dans les scouts, que vous avez mené, vous avez été chef scout et que vous avez été celui qui a organisé de A à Z tout un camp et que vous étiez celui en charge de toute l'organisation. Ça, c'est également une réussite. Pensez à vous dire, OK, ça c'est ma réussite, et alors à utiliser la méthode STAR pour expliquer cette réussite. OK, quelle était la situation? Quelles étaient mes tâches, mes responsabilités? Quelles ont été les actions du coup que j'ai pu prendre? Et quel a été le résultat? Et si le résultat était bon, que vous étiez satisfait, mais vous vous dites, ah tiens, il y a quand même une piste d'amélioration, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, j'ai aussi réfléchi par rapport à cet exemple-là, et je me dis qu'en fait, ce que j'ai fait, là, effectivement, c'était les bonnes étapes. Ce que j'aurais pu faire en plus pour être encore plus dans l'optimisation, j'aurais pu mettre en place cette solution-là également pour être sûr que ce problème n'arrive plus. Voilà, donc une fois que votre entretien s'est passé, n'hésitez pas à poser en dernière question, c'est toujours bien vu aussi. En général, les employeurs le disent d'eux-mêmes, mais n'hésitez pas à poser la question, tiens, quel est le next step? Comment ça se passe? Comment est-ce que ça progresse? Il y a des compagnies où un entretien suffit et où vous serez engagé après. Il y a des compagnies où, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà vu 7 ou 8 entretiens avec des tests psychotechniques, des prises de référence. Vous voyez telle personne parce que c'est un service annexe au vôtre et que vous allez devoir communiquer avec, puis vous voyez votre N+1, puis votre N+2, puis votre N+3. Donc, vraiment, ça dépend toujours de la boîte où vous tombez. N'hésitez pas à demander le process. Combien de temps ça prend? Combien de temps de réponse? Ça, c'est des questions qui montrent que vous vous intéressez et qui vous permettent, vous, d'avoir un petit calendrier. C'est très important si on vous dit je reviens vers vous milieu de semaine prochaine. Si le jeudi, vous n'avez pas de réponse, de vous-même revenir vers la personne en disant voilà, je suis désolé de vous presser, vous m'avez dit que vous reviendrez milieu de semaine prochaine, je me demandais si vous avez pris le temps de réfléchir à ma candidature. Ça montre que vous avez fait ce suivi. N'insistez pas à l'avance ou n'insistez pas le jour même, mais vraiment prenez le pli de communiquer avec par rapport à ça. Comme on disait tout à l'heure, connectez-vous avec LinkedIn, c'est des connexions faciles, les gens vous les approuvent tout de suite. Quand vous avez été en entretien avec quelqu'un, connectez-vous à lui. Donc téléphonez, vraiment prenez le temps de faire le téléphone. Un mail, c'est quelque chose qui passe vite en travers des mails du filet où on ne répond pas toujours. Donc, et il est plus facile pour quelqu'un de vous répondre un mail un peu bidon en disant ah, on n'a pas eu le temps ou autre. Prenez le temps de téléphoner. C'est vraiment important. Ça permet aussi, si on vous donne du feedback, que plutôt que de dire ah, on a décidé de prendre un autre candidat parce que vos compétences ne collaient pas, ça vous permet vraiment de poser les bonnes questions. De dire tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Pourquoi est-ce que vous m'avez pas choisi par rapport à tel ou tel point? Donc ça vous permet aussi d'avoir du feedback. Donc vraiment prenez le temps de prendre votre téléphone pour faire le suivi. Si vous n'êtes pas retenu, une fois encore, comme je disais tout à l'heure, un entretien, ça doit être quelque chose qui doit être systématique. Vous devez en avoir fait 30, 40 avant d'être vraiment confortable à 100%. Vous allez tomber sur les questions les plus loufoques qu'on ait jamais vues. Mais ne vous démotivez pas, c'est ça qui crée cette expérience. Donc, de ne pas avoir été retenu, moi je préfère avoir été en entretien et pas avoir été retenu que de ne jamais avoir été en entretien. Il ne faut pas le voir comme une déception, il faut le voir comme vraiment une nouvelle approche, une manière de voir des autres locaux, voir des gens, apprendre comment on travaille dans telle entreprise. Voilà, vous allez parfois de vous-même prendre un entretien et puis vous allez sortir de l'entretien en disant mais jamais je vais travailler là. Donc, c'est ça qui crée votre expérience. Donc vraiment, si vous n'êtes pas retenu, perdez pas espoir, prenez ça comme un bagage et partez sur le suivant. Continuez votre recherche. Une fois encore, on le disait souvent, la recherche, c'est vraiment la partie la plus importante. Un CV, ça doit vous prendre une bonne dizaine d'heures au minimum pour faire un bon CV. Un LinkedIn, ça prend des heures. La recherche d'emploi, c'est quelque chose que vous devez systématiquement, si c'est un premier emploi que vous cherchez ou même dans le futur, c'est quelque chose qui doit être vraiment un process. Vous devez vraiment en faire un travail. Vous devez avoir un Excel avec les compagnies que vous avez postulées, à quelle date vous avez postulé, si vous avez déjà envoyé un rappel. Mettez-vous un timing en disant, tiens, de telle heure à telle heure, je fais tel job board, de telle heure à telle heure, je fais tel job board. Une fois que vous avez fait toutes les job boards, par exemple, il y a des techniques aussi qui vous permettent de dire, tiens, je reviens une fois tous les 2 jours et je remets seulement les 72 dernières heures. Ça vous évite d'écumer 25 pages de recherche. Pareil, si vous voyez qu'une société a cherché le poste que vous recherchiez il y a plusieurs mois, n'hésitez pas à envoyer un mail de manière spontanée en disant tiens, je vois que vous avez eu besoin de ça par le passé.
Est-ce que vous pourriez penser à moi quand vous en avez besoin? Est-ce que vous avez besoin en ce moment? Un truc pour passer derrière aussi, LinkedIn peut vous servir comme une carte de la société. Donc là, je vais vous donner plus un tips de BizDev que nous, on emploie. Parlez à la HR si vous devez, ça doit être votre premier contact, ça doit être la personne des ressources humaines. Mais si la personne des ressources humaines vous dit pour l'instant on ne cherche pas, n'hésitez pas vous à déjà savoir qui est le manager en charge de ce département-là. N'hésitez pas vous à déjà essayer de lui parler. Si on vous dit je peux pas vous le passer, vous demandez l'adresse mail, mais si on vous le passe, n'hésitez pas à dire voilà, j'ai vu que dans votre département vous cherchez quelqu'un, je cherche un premier emploi, j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que je pourrais vous envoyer mon CV? Voilà, dans la plupart des entreprises, il y a un process qui passe par les HR, mais c'est pas pour autant que de déjà avoir parlé au manager, de déjà savoir s'il aura des besoins dans cette entreprise-là, c'est quelque chose qui vous donnera une longueur d'avance par rapport aux autres. Ensuite, cas inverse, vous êtes retenu. Donc là, on vous dit qu'on va vous faire une offre, on négocie votre salaire. Alors, il y a des compagnies qui vont négocier votre salaire vraiment par rapport à vos attentes, donc restez raisonnable par rapport à vos attentes, comprenez un peu comment se positionne le marché du travail. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Parce que trop souvent, je parle avec des candidats qui me disent moi je suis junior, mais je veux 3500, je veux un véhicule, je veux machin, parce que je l'ai vu sur Internet. Alors, on est tous honnêtes avec nous-mêmes. Si j'ai mal au genou et que je vais voir sur Internet, j'ai probablement un cancer du genou. Internet, c'est très très bien, mais c'est très très mal aussi pour beaucoup de choses. Donc, prenez le temps de prendre le recul, de bien comprendre quel est le salaire minimum avec votre barème, qu'est-ce que quelqu'un dans votre position peut avoir dans telle ou telle industrie. Une industrie n'est pas l'autre. L'industrie très lourde, par exemple, l'industrie sale, va payer plus un salaire haut parce qu'ils ont besoin justement de fidéliser les gens. Il n'y aura pas de véhicule. On parle toujours du pharma. Le pharma se porte bien, forcément, les salaires sont plus hauts. Donc, c'est des choses. Comprenez où vous allez tomber, comprenez quelles sont les attentes que vous pouvez demander sans être avare, mais avec en retour la marge de négociation nécessaire si justement la compagnie essaie de vous stretcher le plus possible. Donc restez raisonnable avec vous-même, comprenez quels sont ce que vous avez besoin pour vivre, si vous avez besoin de véhicules, si vous avez besoin d'un chèque repas, ce genre de choses. Les conditions sont-elles conformes au marché? Ça, c'est très important aussi. Il y a des compagnies qui n'ont absolument jamais entendu parler du salaire minimum, qui n'ont jamais entendu parler des barèmes pour les paiements. Et donc, réfléchissez aussi à ce qu'on vous donne dans l'autre sens. Si vraiment le chiffre vous paraît pas normal, n'hésitez pas à le contester avec d'autres personnes. Essayez de comprendre si c'est logique. Premier jour de travail. Alors ça, c'est très comique. Tentez de faire une bonne impression dès le premier jour. C'est le premier jour qui est le plus important. Moi, je vais vous donner un exemple à moi. Dans un travail précédent, le premier jour, j'avais 40 de fièvre. Et parce que je voulais pas passer pour quelqu'un qui est malade facilement et qui va tomber malade dès les premiers jours, je suis allé travailler. J'ai craché ma voiture en sortant de chez moi. Donc, réfléchissez aussi à donner une bonne impression, mais pas n'importe quoi non plus. Faites pas n'importe quoi. Donc, réfléchissez à comment vous partez. Soyez souriant, soyez poli, apprenez à dire bonjour aux gens. Il y a des compagnies où on vous dit de vous-même, eux, c'est le call center, on leur parle jamais. Ben non, prenez le temps d'apprendre à connaître les gens. Connaissez les prénoms. Ça, c'est important aussi. Ça donne vite une mauvaise image d'un collègue quand il a travaillé avec quelqu'un pendant 2 mois et puis qu'il ne connaît pas son prénom. Donc vraiment, mettez-vous en position comme si vous vous greffez à la société. Montrez que vous avez envie d'être là, montrez que vous avez cet enthousiasme. Et enfin, montrez qu'ils ont fait le bon choix. Donc, réfléchissez toujours aux attentes qu'on a mises pour vous. Qu'est-ce qui est un must-have dans votre travail et qu'est-ce qui est un nice-to-have? Donc, le manager va vous dire, bah, tiens, ça, c'est les tâches que tu dois absolument avoir fait. Assurez-vous que ces tâches-là sont faites en priorité ou qu'elles sont en tout cas on track pour être finies à temps. Si vous faites autre chose sur le côté, tant mieux. C'est toujours bien vu d'avoir un projet sur le côté, de pouvoir améliorer un process, de pouvoir donner des suggestions sur autre chose, mais pas au détriment de ce qui est nécessaire. Donc prenez toujours le temps de bien vous remettre en question en disant est-ce que j'ai fait ce qu'on attend de moi? Une fois que j'ai fait ce qu'on attend de moi, je peux faire autre chose sur le côté. Et ça, c'est des choses qui montrent à l'entreprise, en tout cas, que vous vous projetez, que vous avez envie d'être là et que vous avez cet enthousiasme de travailler au sein de la compagnie. Merci Nicolas. Alors ici, encore un autre tips pour faire suite à ce que Nicolas vous a dit. Lors de votre première journée, ça va être une journée où vous allez avoir énormément d'informations parce que vous aurez plusieurs réunions qui vont être prévues avec le manager, avec le bras droit du manager, avec des collègues de travail pour vous expliquer les tâches que vous devrez faire durant votre stage ou durant votre emploi. Pensez à prendre des notes. Pensez à chaque fois à noter tout ce qui va être dit et aussi à poser vos questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Au plus vous allez poser des questions, au plus vous allez recevoir d'informations qui vont vous permettre de vous développer. Et ça, c'est vraiment une règle d'or. Pour ma part, quand je suis arrivée chez Experis il y a 3 ans, à chaque fois que j'avais
des rencontres avec quelqu'un, je prenais note de ce que la personne me disait et alors je prenais note aussi de ces informations personnelles parce que ben oui, vous allez faire connaissance, il y a des questions classiques qui reviennent, si la personne a des enfants, si elle habite dans quel coin, comment ça se passe, pour pouvoir aussi au moment où il y aura les pauses café, les pauses lunch pour aller manger ensemble, pour qu'il y ait aussi des discussions pour poser vos questions. Ça, n'hésitez pas également pour prendre contact et créer des relations avec les personnes. Ici, on arrive à la fin de ce webinaire. C'est que Nicolas et moi, à force, nous avons l'expérience de regarder de nombreux CV et de donner pas mal de feedback. Donc ça, on vous le propose également. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer votre CV soit à mon adresse email, soit à celle de Nicolas, avec comme intitulé, comme objet de votre email, Webinaire Enalux, votre prénom et votre nom. Du coup, nous, on prendra le temps d'analyser votre CV, de vous passer un appel ou alors de programmer un échange Teams, un échange vidéo. Comme ça, on peut aussi vous partager notre écran si jamais on veut vous montrer des modifications à effectuer sur votre CV. Et si jamais vous avez besoin par la suite ou déjà maintenant qu'on puisse aussi vous aider à trouver un emploi, n'hésitez pas aussi à ce niveau-là. Là, maintenant, ça va être la partie questions-réponses. Donc, on va voir si Nicolas et moi, nous avons fait notre job correctement ou pas et si vous avez énormément de questions pour nous ou non. Donc, ça, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du chat. Et on va voir aussi ceux qui se sont endormis. J'espère que non. Si jamais il y a des questions, là, on va laisser encore 2-3 minutes pour que chacun puisse écrire les questions nécessaires ou celles, en tout cas, ou les sujets dont on n'a pas parlé, comme ça on vérifie. Je vous laisse écrire du coup. Alors, Samy, bonjour, merci pour votre présentation. De rien, Samy, avec grand plaisir. J'aimerais savoir si le temps vous le permet d'avoir quelques conseils sur l'anglais, si vous avez des outils ou astuces pour améliorer l'anglais, que ce soit niveau technique ou autre. Ici, je vais vous donner mon élément de réponse et Nico va aussi vous donner le sien parce que on a tous les deux eu l'occasion de voyager, de travailler à l'étranger. Moi, ce que je peux déjà vous donner comme tips and tricks au niveau de l'anglais à ce stade-ci, si vous ne le faites pas encore, pensez à regarder tout ce qui est série, tout ce qui est film. Pensez à le faire en anglais. Au début, si vous n'êtes pas à l'aise, mettez les sous-titres en français, mais une fois que vous vous sentez un peu plus à l'aise, mettez les sous-titres en anglais. Comme ça, vous allez être baigné dans un environnement anglophone. Vos livres préférés, par exemple, pensez aussi à les acheter en anglais, en version anglaise. Effectivement, pour toutes les parties techniques, normalement, dans vos cours, vous devez déjà avoir certains aspects qui sont mis en ligne. Pensez aussi à regarder les podcasts, les tutos sur YouTube, sur par exemple tout ce qui est automation. Si vous voulez vous renseigner sur le Siemens Step 7, les vidéos peuvent être en français, mais peuvent être également en anglais. Faites l'exercice. Connaissez effectivement les notions techniques. Nicolas, je te laisse pour Oui, tout à fait. apprendre une autre question. Non, parfait. Je pense que c'est exactement ça. Les séries et les films, vraiment, anglais sous-titré anglais, c'est la base vraiment de la manière dont vous avez progressé. C'est une immersion que vous créez vous-même. C'est une manière vraiment de vous retrouver là. Et vous allez voir que si vous avez des bases en anglais, vous n'allez pas être perdu. Commencez pas avec des séries qui sont super compliquées, genre des dark ou des trucs qui sont vraiment techniques avec des mots qui n'existent pas. Mais si vous partez sur des séries ou pareil, House of Cards par exemple, où c'est que du process législatif américain, vous allez être un peu perdu. Mais si vous partez sur des séries classiques et que vous apprenez à vous raccrocher aux branches, ça vous permet vraiment de garder le fil de l'histoire et de pouvoir suivre ce qui se passe. Alors, un point important que moi je dis toujours aussi quand on apprend les langues, apprenez le vocabulaire. Mettez-vous des listes de vocabulaire, des mots que vous voulez apprendre. Ça peut paraître complètement ridicule, mais avoir une syntaxe parfaite et avoir un vocabulaire parfait, c'est des choses qui sont totalement différentes. Si je vais en Espagne demain et que ma voiture tombe en panne et que je sais que c'est l'alternateur qui est en panne, si je vais au garage, je sais faire la phrase la plus parfaite du monde, mais je sais ni dire voiture ni dire alternateur, ça ne me sert à rien. Par contre, j'arrive au garage, je sais dire voiture, panne, alternateur. Il y a zéro syntaxe, mais le gars a compris ce que je voulais. Donc vraiment, c'est des choses qui sont importantes. Les mots
sont ce qui vont lier ce que vous dites. Et faire des petites fautes ou faire des fautes dans le monde du travail aujourd'hui, personne n'a un anglais vraiment impeccable et on se retrouve souvent dans des meetings où, oui, il a un anglais à couper au couteau, oui, il a un gros accent, oui, il fait des fautes de syntaxe. Mais vous savez quoi? On le comprend. Il a fait un rapport complet et j'ai compris le rapport. Et ça, c'est des choses qui sont importantes quand on apprend les langues. C'est vraiment, prenez le temps, un, du vocabulaire, et deux, mettez-vous en anglais le plus possible. Vraiment, cette immersion complète, quand vous regardez quelque chose, ça peut paraître ridicule, mais c'est important. Vraiment, ça vous force à vous baigner avec ça. Si vous avez quelqu'un qui est anglophone près de vous, qui parle très très bien anglais, n'hésitez pas à dire, bah, tiens, certaines heures de la journée, on va parler que en anglais, par exemple. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Voilà. Voilà, bah, du coup, j'espère, Samy, que vous avez eu votre réponse. Et alors aussi, dépasser cette barrière psychologique qu'on a tous, hein, de se dire, oh mon Dieu, je vais faire des fautes, ça va ressembler à rien, j'ai pas le bon accent. Les gens, en fait, s'en moquent. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un échange et de voir que vous essayez et ils seront déjà super heureux avec ça. Alors, il y a une autre question de la part d'Aurélien. Pour la création d'un CV, est-ce bidon de prendre ceux déjà préfaits sur Word? Vous pouvez, parce qu'il y en a certains qui peuvent être bien faits, mais pensez vraiment à le customiser et à le personnaliser au maximum, parce que sinon, la plupart des personnes dans les ressources humaines et aussi des managers techniques, hein, qui reçoivent quand même des dizaines et des dizaines de CV, il ne faut pas se le cacher, vont directement comprendre, hein, que vous avez pris un CV template et que vous avez uniquement encodé vos informations personnelles. Ça, c'est pas une bonne idée. Vous pouvez prendre le cadre, la structure, mais alors mettez-la à votre sauce impérativement. Ici, il y a aussi possibilité qu'on vous envoie par la suite la version Word de ce que nous avons créé comme CV. Mais c'est vrai que tout ce qui est utilisation de template, vraiment personnalisé à votre sauce, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et sinon, n'hésitez pas à prendre aussi Publisher. Publisher est en général compris avec la suite Office. C'est pas sorcier à utiliser, même si vous l'avez jamais utilisé. C'est vraiment un outil qui sert à faire des journaux, des publications, de newsletters. Ça vous permet vraiment de mettre des cases de texte où vous le voulez. Et donc, ça vous permet de travailler votre CV comme un gros Lego géant et vous pouvez vraiment mettre, tiens, la photo là, le truc là, le machin. Et après, quand vous le sauvegardez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment le sauvegarder en PDF. C'est une manière d'éviter qu'on vous vole votre template, c'est une manière d'éviter que les gens chipotent dans votre CV ou d'avoir un CV qui peut paraître incomplet. Mais vraiment, quand vous le sauvegardez en PDF, même si c'est un publisher, ça ne change rien pour les gens qui le reçoivent, ils ne voient pas la différence, mais il paraîtra beaucoup plus structuré qu'un CV Word qui va vous forcer à garder des marges, va vous forcer à fonctionner d'une certaine manière. Ça, c'est un truc vraiment, c'est basique. Prenez 5 minutes pour voir comment un publisher fonctionne et vous allez voir, pour faire un CV, vous ferez un CV beaucoup plus pro. Ça vous permet de mettre des cadres, des trucs en arrière-plan, des fondus, et ça vous permet de faire quelque chose qui a l'air tout de suite beaucoup plus professionnel sans vous coûter des heures de travail. Voilà, mais comme ça, du coup, Aurélien, vous aurez eu réponse à votre question. Henri, est-ce possible de nous laisser une trace de votre présentation? Oui, bien entendu, hein, je vais envoyer la version PDF et alors ici, cette présentation est enregistrée, donc vous aurez aussi accès, je vous enverrai et la présentation et alors accès, on la postera sur notre page YouTube. Comme ça, vous pouvez la revisionner, hein, parce que c'est vrai que il y a les slides, mais nous, on donne du contenu en plus des slides pour à chaque fois effectivement customiser la présentation et l'adapter selon les besoins de chacun. Et alors Charles, bonjour, est-ce que la photo est obligatoire sur le CV? Alors ça, c'est quelque chose qui est culturel parce que selon les pays où vous allez postuler, il y a dans certains pays, effectivement, on ne met pas les photos parce que c'est quelque chose qui n'est pas traditionnellement fait. Ici en Belgique, c'est vrai que ça devient la norme. Moi, si vous n'avez pas de photo professionnelle à votre disposition, ne la mettez pas. Parce que sinon, effectivement, ça va jouer en votre défaveur. Et très sincèrement, faire une photo professionnelle sur un fond gris, sur un fond blanc, ça ne prend pas non plus énormément de temps à le faire. Moi, je vous suggérerais d'en mettre une. Après, Nico, je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses, mais c'est que moi, au niveau des profils techniques que j'ai l'occasion de rencontrer, la majeure partie d'entre eux mettent leur CV, ou alors n'en mettent pas, mais mettent le lien sur leur page LinkedIn, et on voit de toute façon une photo apparaître. Oui, je pense que c'est ça. C'est vraiment de la culture. Comme disait Elise, il y a des pays où ça fait discriminatoire de mettre une photo. Et donc, du coup, ils partent de l'idée qu'il n'y a aucun CV qui doit avoir de photo. Aujourd'hui, en Belgique, c'est vrai que ça paraît logique d'avoir un CV avec une photo. Donc, clairement, d'en avoir une, c'est quelque chose pas qui joue en votre faveur, mais qui donne ce sentiment de transparence et que vous n'avez rien à cacher. Alors, il y a des gens qui s'amusent à faire des petits avatars type South Park, type Simpson, d'eux-mêmes à mettre sur le CV. Clairement, à moins que vous travaillez dans le marketing ou dans la pub, c'est pas la solution. Donc, vraiment, soit vous avez une photo, soit vous n'en avez pas. Ne pas en avoir,
pas pénalisant, mais c'est pas la norme aujourd'hui. Et donc, clairement, vous ressortirez moins que si vous avez mis une photo professionnelle de votre CV. N'hésitez pas à la faire sur un fond blanc, comme ça, vous pouvez faire un fondu avec le CV. Même chose, un petit Photoshop rapide avec un Paint Pro ou quelque chose comme ça qui vous permet de faire un fondu directement dans le CV. Et ça peut paraître très, très professionnel, pas beaucoup de temps d'investir en tout cas. Voilà, du coup, j'espère, Charles, qu'on aura répondu à votre question. Du coup, on vous remercie en tout cas pour votre attention durant ce webinaire. Comme je vous ai dit, le lien pour la vidéo YouTube ainsi que le lien pour la pièce jointe de la présentation en PDF sera normalement, vous sera envoyé début de semaine prochaine. On vous souhaite en tout cas une bonne journée, bon courage pour les cours en ligne et prenez soin de vous en cette période fort particulière du coup. Prenez soin de vous et s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous, n'hésitez pas en tout cas. Merci à tous. Au revoir.